Alors, la Maille Flagey, le quartier Flagey dont on parle ce soir, c'est un quartier très grand et très complexe qui est délimité par, vous voyez ma souris, l'avenue de la Couronne, par le boulevard Général Jacques, l'avenue de Motte, l'avenue Louise, la rue Les Broussards et la rue Malibran. La particularité de ce quartier, c'est qu'il est quasiment coupé en deux par un fait topographique et géographique remarquable, et historique remarquable. Ce sont les étangs d'Ixelles et le site, qui est assez vaste, de l'abbaye de la Cambre. Ce qui fait que c'est presque comme si on avait une rivière là en plein milieu, avec trois ponts, trois points de passage, qui sont d'une part la place Flagey, entre les deux étangs, et entre les étangs et l'abbaye. Et donc tout ce trafic de transit, et l'organisation de la circulation doit franchir cet obstacle, qui est un obstacle non négligeable et qu'on ne rencontre pas dans tous les quartiers. Parfois, il y a certains quartiers de la région qui sont beaucoup plus perméables, ou d'autres qui sont comme à Ixelles, coupés par une infrastructure, c'est souvent le chemin de fer. Ici, c'est très original avec les étangs. Petit rappel, la densité de population du quartier est très importante, en particulier du côté de la place Flagey, où on a une densité de population maximale pour Bruxelles de plus de 18 000 habitants par kilomètre carré. Il faut savoir que la moyenne bruxelloise, c'est 7 000 habitants par kilomètre carré, donc on est à plus de 18 000, donc c'est très dense. Ces habitants sont en grande partie non motorisés. On sait que plus de, au minimum 67% des ménages du quartier n'ont pas de véhicule et donc se déplacent autrement qu'en voiture, ils se déplacent en transport en commun, à pied ou à vélo. L'autre fait marquant, c'est que cette densité de population, elle est aussi liée à une densité de l'habitat. Et donc, il y a en fait très peu d'espace public et d'espace vert généreux dans le quartier. On peut dire que les principaux espaces publics sont la place Flagey elle-même, les bords des étangs, mais qui sont bordés de routes, et le site de l'abbaye. Il y a aussi les jardins du roi, mais qui sont un peu moins fréquentés. Alors, on parlait du trafic de transit, on a fait des comptages dans la plupart des rues et on a des informations très précises sur le nombre de véhicules qui passent aux heures de pointe du matin, aux heures de pointe du soir, parfois dans un sens, parfois dans un autre. Ce qu'il faut retenir de ces cartes compliquées, c'est qu'il y a, comme je le disais, 3 points de passage possibles. La place Flagey, qui fonctionne comme un giratoire, entre les deux étangs, où on a un flux important de trafic, et beaucoup d'itinéraires de trafic de transit passent par là, et puis entre l'étang supérieur et l'abbaye. Le reste du quartier étant un peu plus apaisé, mais vous voyez que la chaussée de Bundal ou d'autres, Borens, Rodin, etc., sont des axes, Vlorgat, sont des axes qui sont quand même fortement empruntés, essentiellement par du trafic de transit. Alors, ce serait facile de dire que la faute n'est que sur les nafteurs. Les riverains eux-mêmes, en tout cas ceux qui sont motorisés, utilisent évidemment aussi leur voiture occasionnellement. Et on a constaté, et ça c'est un fait qui moi m'a surpris, c'est que 41% des déplacements automobiles au départ du quartier font moins de 2 km. Ils vont souvent, généralement, dans le quartier nord, dans le quartier de la place Fernand Koch, qui est juste à côté, et pour lequel il y a des lignes de bus très efficaces. Donc ça, c'est une information qui est super intéressante parce que c'est une marge de progression incroyable. Si ces 2 km peuvent être faits autrement qu'en voiture, ben ça va libérer évidemment l'espace et réduire les embouteillages. Cette carte est aussi très importante et c'est pour moi la principale raison pour laquelle on fait ce projet, c'est la question des accidents, c'est la question de la sécurité routière. Donc chaque fois que vous voyez un point, et si ce point est rouge, l'intensité est plus importante, jaune ou rouge, vous voyez des points qui représentent la concentration d'accidents. Tous les accidents avec constat sont répertoriés et géolocalisés de manière très précise par la police. Ceux pour lesquels il n'y a pas de constat, il n'y a pas d'infos évidemment, mais tous ceux, et notamment ceux avec des dégâts matériels et des blessés, sont évidemment très bien répertoriés et géolocalisés. Et donc c'est intéressant parce que ça permet de mettre en évidence les endroits les plus dangereux du quartier.
Alors, le carrefour le plus compliqué, c'est le carrefour au pied de la chaussée d'Ixelles, de la rue des Broussards, de la chaussée de Lurgat, etc. Ça, je pense qu'on l'aurait demandé à tout le monde, 100% des gens auraient dit que c'est ce carrefour-là qui est le plus compliqué. C'est une espèce de magma de voiture. L'autre carrefour, de l'autre côté, avec la rue de la Brasserie, est compliqué aussi. Entre les deux étangs, c'est assez dangereux. Alors, au niveau du Canterbury, mais aussi de l'autre côté, du côté du monument aux morts. Et on en reviendra. Après, les autres carrefours problématiques sont connus aussi des services, notamment le carrefour Rodin-Borens-Paco, qui va faire l'objet d'un aménagement particulier. Et ici, vous avez un carrefour qui est problématique le long de la chaussée de Boundal, qui, elle, va être réaménagée. Les autres carrefours sont des carrefours où il y a une déconcentration d'accidents, mais c'est un peu plus logique parce qu'on est le long des grands axes où il y a un flux considérable de véhicules, avec des croisements parfois très importants entre Couronne et Général Jacques, par exemple. Et là aussi, il va y avoir un aménagement. Quelques images. Voici une image d'un jogger qui essaye de faire son jogging le long des étangs et qui rencontre évidemment, qui doit croiser plusieurs fois, en fait 4 fois par tour, des flux automobiles. Le fameux carrefour compliqué de la place Flagey, où en fait la difficulté de ce carrefour, c'est qu'il est totalement illisible et que tous les mouvements sont possibles. Alors c'est pour ça que la carte en haut est super intéressante, cette espèce de toile d'araignée. Elle montre tous les mouvements possibles avec une voiture. Et donc on voit qu'on peut aller plus ou moins dans tous les sens, et c'est ça qui rend les choses très compliquées. Elle va me dire, mais on aurait pu faire un rond-point à cet endroit-là. En fait, historiquement, dans les années 2000, quand on avait réaménagé la place Flagey, on y avait pensé, évidemment, à faire un rond-point, mais ce rond-point ne fonctionnait pas bien. Il prenait une place considérable, et finalement, il a été décidé de ne rien faire, et que ce carrefour s'autogère. Alors ça a fonctionné quelques années, mais maintenant le flux est devenu trop important, notamment le flux automobile, mais il y a aussi beaucoup plus de cyclistes et de piétons qu'avant. Et donc, un carrefour qui fonctionnait finalement, vaille que vaille, devient maintenant carrément dangereux. Et donc, la situation actuelle n'est tout simplement plus possible. Vous connaissez bien la place Flagey et son système en giratoire. Cette photo est intéressante parce qu'elle montre un peu tous les problèmes de la place en une image. Vous voyez que ce piéton et ce cycliste ne savent absolument pas où ils doivent aller, même s'ils sont sur un passage pour piétons. Vous voyez qu'il y a des livraisons qui se font au milieu du passage pour piétons. Pourquoi? Parce que notamment les zones de livraison là derrière sont occupées par des véhicules. Vous voyez que les bus sont englués dans les embouteillages. Enfin bref, que la situation n'est pas du tout satisfaisante. Voilà une autre image, toujours du même carrefour. Vous voyez quand même un flux automobile important qui passe devant le Pichepin et qui va rejoindre l'avenue Général de Gaulle ou au plus loin l'avenue des Éperons d'Or. Alors voilà une vieille photo de l'avenue Général de Gaulle prise sur Google. Aujourd'hui, il y a des bacs à fleurs au niveau du passage pour piétons ici. La première partie de l'avenue Général de Gaulle a été transformée en zone de rencontre avec un accès possible pour les riverains, mais on a complètement coupé le trafic de transit depuis la place Flagey. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est pas ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est le taxi et le monument aux morts. En fait, c'est un des endroits les plus dangereux du quartier, parce que le monument aux morts, qui est classé et qu'on ne va évidemment pas bouger, ne fût-ce que par respect pour nos morts, constitue un masque de visibilité. Donc les véhicules qui viennent d'ici ne voient pas arriver, notamment les cyclistes qui viennent de l'avenue Général de Gaulle, et il y a des risques de conflit constants. On me les avait déjà rapportés, et l'autre jour, j'ai failli me faire écraser pour la première fois. Vraiment, la voiture a dû piler pour ne pas me renverser, alors que j'avais évidemment la priorité. Une photo qui m'a été envoyée par Twitter, avec son lot de commentaires désobligeants, mais à juste titre. Ça, on est avenue Durée, et vous voyez une piste cyclable qui s'arrête net. Donc la piste cyclable, elle vient de l'avenue Franklin Roosevelt, où là, l'avenue a été totalement réaménagée avec une piste cyclable confortable, séparée et sécurisée. Mais une fois qu'on a traversé le dernier carrefour, avec l'avenue du Congo, qui elle-même est problématique, et qu'on veut continuer son chemin, notamment pour rejoindre les étangs d'Ixelles et la place Flagey, on se retrouve confronté à ça. C'est une piste cyclable qui s'arrête net, et finalement plus aucun aménagement après. Je vous le montre parce qu'on en reparlera. Une carte qui est intéressante aussi, c'est la carte du jogging.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les joggeurs sont de plus en plus connectés avec une montre GPS, hein, pour connaître le nombre de kilomètres qu'ils font, la vitesse et tout ça, les calories, voilà. Et donc, c'est intéressant parce qu'on peut les géolocaliser, et donc on voit quels sont les endroits où les gens pratiquent le plus le jogging. C'est évidemment le bois de la Cambre, c'est le parc du Cinquantenaire, mais vous voyez que les étangs pour le sud-est de Bruxelles sont vraiment un spot très très important de jogging, qui ne sont malheureusement pas dans les conditions très favorables pour pratiquer leur sport. Une carte qui montre la situation des transports en commun. D'abord, première info, mais ça vous le savez, la place Faget est un nœud ultra important de transport public. C'est une chance, puisqu'on dispose d'une offre très importante et donc une alternative à l'utilisation du véhicule individuel, avec une ligne majeure qui est la ligne 71, qui est une ligne dite chrono, avec une fréquence aux 5 minutes qui va passer aux 4 minutes à la rentrée, et qui a fait des progrès considérables ces dernières années, puisqu'elle a gagné pas moins de 7 minutes sur son trajet depuis 2015, grâce à plein d'aménagements, hein, Port de la Mure, la chaussée d'Ixelles, le pont Fretteur, j'en passe l'avenue de l'Hippodrome. Chaque aménagement a permis au bus de ne plus être dans les embouteillages, et donc grâce à ça, sur un trajet qui dure en gros une demi-heure, le bus a gagné 7 minutes, ce qui est considérable. Mais d'autres bus sont encore fortement en difficulté, c'est notamment le cas du 38, du 60 à l'approche de la place Flaget, ou du tram 81 sur les Broussards et Brasserie. Et vous voyez à droite une carte qui montre en rouge les endroits où les transports en commun sont en difficulté. Vous pouvez oublier maintenant ici l'avenue de l'Hippodrome, puisque l'avenue de l'Hippodrome a été réaménagée pour justement résoudre ce problème. Alors, comme l'a dit monsieur le bourgmestre, pour élaborer un plan de circulation et essayer de résoudre les problématiques qui ont été identifiées, on a Bruxelles Mobilité qui est à la manœuvre, donc c'est la région qui est à la manœuvre. Bruxelles Mobilité a désigné des bureaux d'études pour mener une étude de mobilité et de participation. Ce sont les bureaux qui se sont présentés en introduction. Pour réaliser ce plan de circulation, évidemment des études scientifiques avec des logiciels, des comptages, etc. ont été faites, mais aussi tout un processus participatif. En fait, il y a eu 4 moments clés pour l'élaboration de ce projet. D'une part, il y a un moment de mobilisation, je ne vais pas tout passer en revue, hein, sinon on en aurait pour un quart d'heure, mais un moment de mobilisation des acteurs de terrain pour les informer que cette étude allait commencer, qu'il fallait se mobiliser, pour les rencontrer, avoir déjà des premières impressions, etc. Dans une deuxième phase, les bureaux d'études ont réalisé un diagnostic, c'est-à-dire on fait un état des lieux de la situation, un peu ce que je viens de vous résumer, mais c'était beaucoup plus détaillé. Ce diagnostic a été partagé avec la population. Alors comment est-ce que ça a été fait? Ça a été fait de tous les moyens dont on disposait à l'époque, c'est-à-dire en pleine période de Covid, mais on a fait des enquêtes en ligne qui ont rencontré un franc succès, des enquêtes sur le terrain, 4 rencontres de 3 heures sur le terrain. Moi, j'ai participé à certaines d'entre elles, notamment Place Flaget, où il y avait une tente, etc. Mais il y avait d'autres endroits, il y avait au quartier de l'Aulne, il y avait à Stock-Graison, enfin bref, il y avait plusieurs endroits comme ça, où les gens pouvaient discuter en vrai, pas que sur un format de type Zoom. Et puis il y avait une enquête en ligne et il y a eu aussi une enquête auprès des commerçants de la rue Malibran menée par le bureau d'études qui a réalisé du porte-à-porte. Donc ce diagnostic a été partagé et puis après, sur base de ce diagnostic, le bureau d'études a imaginé des scénarios. Ces scénarios ont été montrés à la population, remontrés sur le terrain, remontrés en réunion Zoom, etc. Et il y avait en gros deux scénarios, un scénario très radical qui fermait la circulation entre les 2 étangs, entre les étangs et l'abbaye, qui rendrait la place Faget en grande partie piétonnière, etc. Et puis un deuxième scénario quand même volontariste, mais qui fonctionnait plutôt avec des sens interdits. Ce scénario a été discuté avec les habitants, avec les principales institutions
du quartier, avec aussi les principaux générateurs de trafic. Ce qu'on appelle les générateurs de trafic, ce sont les grosses institutions qui induisent du trafic. Par exemple, le parking de la place Flagey. Par exemple, l'hôpital. Par exemple, le centre culturel Flagey, ou le centre culturel Marny, ou la faculté d'architecture de la Cambre, etc., qui génèrent énormément de déplacements parce que ce sont des hauts lieux où se rendent des gens non seulement du quartier, mais de toute la région et même parfois de plus loin encore. Voilà. Après, on en est aujourd'hui à cette 4e phase ici où on vous présente une vision, un scénario privilégié. Voilà. Les moyens de communication, j'en ai parlé. Voilà. Ça, c'était intéressant parce que c'est une manière de faire de la participation qui est toujours ultra intéressante. Donc, les habitants étaient invités, sans doute vous, qui êtes présents, étaient invités à mettre des gommettes sur une carte avec des points rouges quand ça se passe mal, des points verts quand ça se passe bien. Et vous voyez qu'il y a plein de points rouges du côté de la place Flagey et des étangs. Et l'idée était évidemment, vous voyez qu'il y a plein d'écritures, l'idée était vraiment d'identifier quels étaient ces problèmes. C'est super intéressant et qualitatif et on prenait le temps de bien discuter. Ça a rencontré un franc succès. Ça, c'est voilà, sur la place Flagey. Et donc, je vous dis, il y a eu des rencontres sur le terrain et une enquête en ligne. Cette enquête en ligne a eu un succès puisque 1723 personnes ont répondu. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé, ces gens? Ils ont demandé à 62% plus de vert, ils ont demandé à 49% plus de calme, ils ont demandé à 48% plus d'espace pour les cyclistes, 47% moins de pollution de l'air, 41% plus d'espace pour les piétons, 40% plus de bancs et de mobilier urbain, à 36% plus de sécurité routière, à 36% plus d'espace public de qualité, à 34% plus de places de stationnement, à 31% plus d'espace de jeu pour les enfants. Et donc, évidemment, le plan ici ne vise pas à faire des plaines de jeu, mais éventuellement à libérer de l'espace qui permettront plus tard de créer, par exemple, des plaines de jeu. Et 24% plus d'espace dédié à la voiture. Alors, le scénario privilégié, la vision privilégiée, elle se marque de 2 manières différentes. On a une vision à long terme qui est l'objectif à atteindre. Et puis, il faut le faire. Et pour le faire, on le fait par phase. Et donc, on va vous présenter ce qui, je pense, ce soir est le plus important, la première phase. Mais c'est important aussi de vous montrer où on veut arriver un jour. Et j'espère que ce jour sera évidemment le plus rapide possible. Mais pour des raisons ne fût-ce qu'opérationnelles, de policiers, d'agents, de signalisation, etc., il faut passer par des phases. Et les phases sont très intéressantes parce qu'elles permettent chaque fois d'évaluer les gains ou éventuellement les défauts de ce qui a été mis en place. Alors, la vision vise essentiellement à améliorer l'espace public et à sécuriser, vous l'avez compris. Quelques exemples, place du Miroir à Jette, voilà la situation en 2015, voilà la situation aujourd'hui. À Leuven, voilà quelle était la situation de l'Overtplain, voilà comment ça se passe aujourd'hui. Dans toutes ces places, à Leuven, à Jette, à Gand, en fait, on avait chaque fois la même chose. On avait des grandes places publiques qui étaient essentiellement dédiées à l'automobile et au trafic, et où le trafic a été réorganisé, il n'a pas été interdit. Vous voyez que les voitures, vous voyez la signalisation, et que les voitures peuvent circuler ici. Mais le trafic a été tellement apaisé que aujourd'hui ces places sont agréables et réappropriables par les gens. Voilà, une place à Gand, par exemple. Et certaines des places qu'on vous montre, en fait, ressemblent très très fort à la place Flagey dans leur dimension, mais aussi, certaines d'entre elles ont aussi des grands théâtres sur la place et des institutions sur la place. Voilà. Alors, ça, c'est la vision que nous avons pour la place Flagey et les environs. L'idée, c'est que là où il y a des flèches vertes, on souhaiterait regagner l'espace public et qu'on ait des voiries essentiellement piétonnes. Piétonne ne veut pas dire que les bus ne peuvent pas passer ou que les vélos ne peuvent pas passer, mais où on aurait une situation qui ressemblerait un peu à ce qu'on a par exemple chaussée d'Ixelles ici, puisque évidemment les bus 38, 60, etc., 59 doivent passer, mais où le trafic automobile ne serait plus permis.
sauf autorisation, un peu comme dans la chaussée d'Ixelles. Vous voyez ici la partie de la place Flagey qui jouxte, on va dire, le Deleuze, la partie de la place Flagey qui jouxte les étangs et le monument de Titeln-Spiegel, la partie de la place Flagey qui jouxte le Belga et le Flagey et la faculté d'archi, et ici la partie qui jouxte les commerces ici du côté de la Fleur du Pin. La circulation, tout le quartier restant accessible aux automobiles, mais sur base d'une circulation en boucle. On vient ici, par exemple, de la rue des Roussards et on repart vers la chaussée de Burgat, Malibran, Grès, Boundal, Brasserie, etc. Ça, c'est la vision à long terme. On ne va pas trop s'attarder à ça, puisque c'est à ça qu'on veut arriver un jour, mais on va passer par une phase 1. Cette phase 1, je vais essayer de vous la décrire de la manière la plus précise possible. Alors, chaque fois que vous avez une barre verte, il y a ce qu'on appelle un filtre modal. Un filtre modal, c'est en gros un verrou qui laisse passer certains modes et pas d'autres. Et souvent, les modes qui peuvent passer, c'est les piétons, les cyclistes et parfois les transports en commun. Et ce qui ne peut pas passer, ou en tout cas pas à certains moments ou à certaines heures, ce sont des véhicules automobiles. Vous avez un verrou ici, c'est un peu en dehors de la maille, mais on l'a mis pour mémoire parce que c'est en discussion pour l'instant, au bout de la rue du Bailly. Vous avez un verrou ici pour empêcher du trafic de transit qui passe par la rue Masse, qui est très embêtant, et on va essayer de mettre la rue Masse à sens unique, et on va essayer d'empêcher le trafic de transit dans la rue Masse, mais qui se poursuit aussi par un trafic de transit très embêtant. On a rencontré aussi des comités de quartier dans la rue de Hénin, mais qui rendent quand même tout le quartier accessible, qui empêchent les gens, en fait c'est des gens qui coupent par là pour essayer d'éviter la place Flagey. La dernière partie de la rue des Broussards est mise à sens unique vers le bas, et la dernière partie de la chaussée de Burgat est mise à sens unique vers le haut. Les trams et les bus peuvent circuler dans les deux sens. Vous voyez un verrou, un filtre modal ici. C'est un filtre modal qui empêche la circulation automobile entre la place Flagey et le monument Titeln-Spiegel et le premier étang. L'objectif est de créer une véritable promenade piétonne entre la place Flagey et les étangs. Une chose importante sur la carte ici, c'est cette grande flèche verte qui est en gros la vallée du Malbec, la rivière, qu'on ne voit plus, hein, qui est matérialisée par les étangs, mais qui est en fait dans un tuyau en dessous de la rue Grès, de la place Flagey, dans le bassin d'orage et des étangs. L'idée est d'en faire une véritable promenade piétonne, sécurisée, mais aussi un itinéraire cyclable, totalement sécurisé et confortable, avec par exemple ici un réaménagement de l'avenue Émile Duret, un peu dans la philosophie de ce qui a été fait à avenue Franklin Roosevelt, avec des pistes cyclables séparées. Alors, ce qu'on a fait dans la première partie de Général de Gaulle, c'est-à-dire une zone de rencontre qui est fermée d'un côté et de l'autre, mais où on peut accéder par le milieu, hein, par le square de Biarritz, on va essayer de le refaire dans la deuxième partie. Donc on va mettre un filtre modal au niveau du début du deuxième étang et au niveau avant l'abbaye, et on pourra accéder les riverains, essentiellement, parce que personne d'autre n'aura intérêt à circuler là, mais les riverains pourront évidemment rentrer chez eux et circuler avenue Général de Gaulle en rentrant par le milieu, c'est-à-dire par les jardins du roi. Ça permettra au passage de résoudre un endroit qui est ultra dangereux, et le comité de quartier nous l'a signalé déjà depuis plusieurs années. C'est ce que moi j'appelle le raidillon, c'est la remontée des voitures à toute vitesse depuis l'avenue Général de Gaulle vers l'avenue Louise, en prenant un tournant qui doit être très agréable pour une voiture de Formule 1, mais qui est extrêmement dangereux en ville à cet endroit-là. La circulation entre les deux étangs se fera à sens unique. Alors, vous voyez une flèche, donc la circulation automobile se fera à sens unique entre les deux étangs vers le Canterbury, donc en venant de Louise vers le Canterbury. Pour ce sens-là, il est non négociable. Pourquoi? Parce que dans l'autre sens, la circulation est extrêmement dangereuse, puisqu'il y a ce fameux monument aux morts dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, entre l'étang supérieur et l'abbaye de la Cambre, la circulation se fera à sens unique dans ce sens-là. La flèche a été mise à la demande, dans ce sens-là, à la demande du comité de quartier.
mais ce n'est pas une condition sine qua non. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, il y a un vrai enjeu de sécurité routière. Ici, on peut discuter. Voilà, vous voyez la chaussée de Wundal qui est mise à sens unique, mais c'est un projet que vous connaissiez. Un petit bout de la rue Grès entre le pont du chemin de fer et le pont de la Nuit de la Couronne qui est mis à sens unique pour empêcher le trafic de transit. Et je pense que je n'ai rien oublié, cette voirie ici Éperondor étant mise à sens unique de facto, puisque la circulation ne passera plus de Vlorgat ou de Lesbroussard vers le Belga. Ce plan permet une totale accessibilité à toutes les institutions, et c'était très important, et on les a rencontrés, et parfois plusieurs fois, permet une accessibilité à toutes les institutions majeures du quartier, notamment venant de l'Ouest. Il y avait des contraintes majeures, parce que certaines personnes vont dire « mais pourquoi laisser encore un sens unique, pourquoi laisser encore du passage, etc. » Une des contraintes majeures, c'est évidemment l'accès aux flagets, mais aussi à l'hôpital, et notamment les ambulances. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera une contrainte jusqu'au bout, parce que le passage des ambulances sera toujours essentiel. Voilà. À plus long terme, vous avez compris que on veut réaliser une véritable promenade continue, sans trafic. Et donc à ce moment-là, l'idée serait de couper la circulation entre les deux étangs et entre les étangs et l'abbaye. Et ce serait donc évidemment à plus long terme. Ça n'empêche que ce genre de configuration, notamment la fermeture entre les deux étangs, pourrait être testée en été, par exemple, quand il y a un trafic réduit et que, par contre, il y a beaucoup plus de monde qui se promène le long des étangs et ce serait très agréable de pouvoir éventuellement fermer, un peu comme c'était le cas au Bois de la Cambre, jadis, le week-end, le Bois de la Cambre était fermé. Voilà, je disais que tout le monde a été consulté pour à la fois les grandes institutions générateurs de trafic, mais aussi, bien sûr, tous les services techniques qui doivent pouvoir fonctionner. Le marché, très important, la propreté publique, les ambulances, j'en ai parlé, et le SIAMU, les pompiers. Voilà. Alors, comme dans tout projet de la commune, le bourgmestre l'a dit, on n'est pas fou, on ne se lance pas tête baissée en réalisant des aménagements en dur qui coûteraient éventuellement même très cher et qui nécessiteraient des travaux sans avoir testé tout ça. Donc, l'idée est de faire systématiquement un test. Et pour réaliser un test et que ce test soit efficace, il faut réaliser des comptages avant. Il y a énormément de comptages qui ont déjà été réalisés. Et évidemment des comptages après qu'on ait mis le nouveau plan de circulation phase 1 en service. Et ces comptages doivent être évidemment accompagnés d'analyses de terrain par tous les services compétents, notamment la police et le service mobilité de la région et de la commune. Voilà. Et si des problèmes s'avèrent rencontrés, des mesures d'accompagnement seront prises ou le plan sera modifié. Voilà, je vous remercie. Ça, c'était le contexte général et la présentation du plan. Maintenant, je vais laisser la parole au bureau d'études pour une présentation plus détaillée des aménagements possibles. Ça prend, je suis désolé, ça prend un peu de temps, mais c'est parce que le quartier est très grand, en fait, très grand pour faire un plan de mobilité et les enjeux sont extrêmement complexes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Rouillet. Donc, en effet, c'est le BRAT qui va prendre la parole. Et alors, moi, je voulais vraiment nous excuser pour le problème technique qu'on a eu sur Zoom qui est réglé. Et donc, nous pouvons passer à bien plus que 100 personnes. Voilà, on a acheté en direct une extension. Et voilà, malgré le compte pro, nous avions une limite à 100 personnes. Je te passe la parole. Donc, vous pouvez appeler vos voisins qui peuvent nous rejoindre. Après, je voulais aussi préciser que donc c'est enregistré et que ce sera diffusé. Voilà. Je te passe la parole. Julie, on voit bien mon écran? Oui. Oui, on voit bien ton écran. Tu peux commencer. Merci. Donc, juste pour rappeler, au-delà de ce que M. Léchant vient de présenter, donc juste pour rappeler que la phase 1, donc le contrat local de mobilité, on passe par une étape donc, de place apaisée, mais avec un maintien de l'accessibilité depuis l'avenue de la Couronne vers la... Excusez-moi, je ne sais pas si c'est que pour moi, mais le son n'est vraiment pas de très grande qualité.
C'est idem pour moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas trop, non. Non, pas vraiment. Vous pouvez essayer d'améliorer? C'est très bizarre parce que... Ouais. Pour moi, c'est OK, mais si d'autres personnes, peut-être... Si je suis le seul, c'est pas grave. Mais, Non, on dirait qu'une dame disait que pour elle, évidemment, c'était aussi difficile. Non, il y a beaucoup d'écho. Il y a beaucoup d'écho. On va tenter quelque chose. Parfois, il faudrait que tu mettes des écouteurs, peut-être, parce que le bureau est peut-être un peu vide. Maintenant, je pense que ça dépend d'une personne à l'autre, parce que je vois dans le chat, pour certains, est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui, moi, oui. Monsieur Doulkeridis, est-ce que ça va mieux? Je retente. Écoutez, voilà. Essayez d'être pas trop rapide, parce que ce sera de parler bien fort. Ça permettra à tout le monde de comprendre ce que vous dites. Merci. Ok, très bien. Merci. Donc, je disais, donc le contrat local de mobilité, donc la phase 1, vise donc à commencer à apaiser la place Flagey, donc par la coupure de l'ouest de la place, la coupure au trafic automobile, mais à maintenir l'accessibilité telle qu'actuellement, depuis l'avenue de la Couronne en direction de l'avenue Louise, via rue de la Brasserie et rue Malibran, avec la vision à long terme qui a été présentée aussi de voir la place Flagey comme le cœur d'un grand quartier apaisé. Et donc ça, une vision à long terme qui n'est pas du tout définie dans le temps actuellement, mais une vision pour plus tard. Donc juste un rappel sur le plan de circulation pour bien comprendre. Donc ici, vous avez la coupure, la zone piétonne, la nouvelle zone piétonne accessible au cyclisme, aussi au transport public et aux services de secours de cette partie de la place Flagey, avec le principe du bas de la rue Lesbroussard qui passe à sens unique, avec la fin de la chaussée de Lorga, donc d'avoir vraiment un apaisement de la rue Lesbroussard qui devient une rue d'accessibilité locale avec la chaussée de Lorgat. Vous avez la mise en sens unique des squares entre les étangs d'Ixelles et entre le second étang et le jardin de l'abbaye de la Cambre, donc en direction depuis le secteur Louise vers le secteur hôpital d'Ixelles. Et puis les mesures complémentaires, donc le projet de réaménagement de la chaussée de Gundal qui a été intégré dans le plan du contrat local de mobilité. Un test qui est effectué aussi au niveau de la rue Gray, donc une mise en sens unique en direction de Flagey avec un contresens pour les transports publics, donc vraiment dans la zone entre deux ponts, donc la zone qui est très, très étroite ici, et donc qui permet aussi d'apaiser le trafic d'une partie de la rue Gray qui se dirigeait vers le secteur Jourdan. Et puis l'intégration qui n'a pas été mentionnée avant, mais donc je vais préciser ici, au niveau d'une coupure prévue dans la partie située sur le territoire de la ville de Bruxelles, qui est repris en jaune. Donc la mise en sens unique de la première partie de la rue Villain 14 et une coupure au trafic au niveau de la latérale, donc la voirie qui est en dehors de l'avenue Louise, le long des habitations. Et ceci dans le but de traiter notamment l'important trafic qui s'intègre au carrefour de Lorga. Donc, ça permet de faciliter le fonctionnement de ce carrefour-ci aussi au bord du quartier. Et puis, dans la zone du quartier nord, l'intégration aussi d'un élément qui vient compléter les dispositions prises sur la place Flagey pour réduire l'important volume de trafic qui passe par les rues du quartier d'Ixelles. Donc, c'est ici une coupure au trafic motorisé qui est prévue à ce carrefour à 6 branches au niveau de la rue des Champs-Élysées, donc qui est intégré ici, et d'avoir vraiment des logiques de boucle d'accès locale et perdre l'itinéraire de transit important qui bypasse la place Flagey actuellement. Donc, comme on vous disait, on a agi vraiment sur les lieux clés, les principaux lieux clés qui concentrent aujourd'hui les difficultés de trafic, de mobilité entre tous les usagers au sein de l'espace public. Et donc, on a traité la place Flagey et les squares des étangs comme les interventions prioritaires qui permettent en fait d'agir sur toute une quantité d'itinéraires de trafic, de transit actuels, donc des gens qui n'ont ni origine ni destination du quartier et qui aujourd'hui se passent dans les différentes rues des différents quartiers, côté hôpital d'Ixelles, autour de la place Flagey, secteur Malibran, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré sur ces lieux clés, qui étaient très importants à sécuriser aussi, donc en lien avec la quantité d'accidents, ce qui a été présenté par M. Rouillet tout à l'heure.
Donc, tout d'abord, un focus sur la place Flagey. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on retrouve cette carte qui a été présentée tout à l'heure, mais donc avec nos fameux carrefours en toile d'araignée. Aujourd'hui, en fait, la simplification permise par cette coupure du trafic le long de l'étang de la place Flagey, comme vous voyez, ça permet une nette simplification des mouvements et donc une nette sécurisation des différents modes de déplacement, notamment tous les transports publics qui passent, tous les transports publics qui passent par la place Flagey traversent ce carrefour et sont pris dans le trafic. Tous les piétons et cyclistes sont aussi en difficulté avec les différents mouvements motorisés qui se coincent à ce carrefour. Et donc, on voit une nette simplification qui est permise par le plan. Et par cette simplification, on aura aussi une fluidification du trafic qui passe aujourd'hui autour de la place. Donc voilà les effets du plan. Je vais passer la main. Ah oui, non, pardon. Donc ici, vous avez un zoom sur la place Flagey, donc les interventions avec la zone piétonne, la mise en sens unique du bas de la rue Les-Broussards en direction de la place, et puis du tronçon de la chaussée de Burgat qui part de la place Flagey, donc avec ce principe de boucle, et puis le sens unique au sud de la place Flagey dans l'avenue des Éperons d'Or pour rejoindre la place Flagey, avec son fonctionnement aussi avec le projet de réaménagement de la chaussée de Boundal. Et donc, vous avez ici les interventions zoomées au niveau de la place Flagey. Donc, une zone piétonne cycliste avec toujours le passage des transports publics dans le site actuel. Au niveau des transports en commun, donc sur cette carte-ci, vous avez donc les sites propres bus et trams qui existent, qui sont repris en noir. Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Donc, vous voyez les sites propres transport public, donc les sites réservés pour le passage des bus et trams qui existent et qui sont maintenus, évidemment. Et vous avez en bleu les nouveaux sites réservés pour les bus et les trams qui sont créés, donc dans les sens qui ne sont plus permis au trafic motorisé, donc notamment dans la rue Les-Broussards, le contresens du tram 81 qui remonte seul de la place Flagey, après avoir franchi le carrefour simplifié. Au niveau de la chaussée de Burgat, l'arrivée sur la place Flagey qui est aussi réservée pour les bus qui empruntent la place Flagey. Et même chose au niveau de l'avenue des Éperons d'Or, le contresens pour les transports publics. En vert, vous avez les endroits où passent les bus en lien avec le trafic motorisé, mais qui vont connaître une nette amélioration de fait de la diminution du trafic emprunté sur ces différents axes par les systèmes qui sont créés de boucles et donc le principal effet direct de la coupure et de la simplification de ce carrefour. Donc la coupure, la zone piétonne ici. Et en jaune, vous avez les points d'attention des axes qui restent performants pour le trafic motorisé. Donc avec un point d'attention, la STIB assurera aussi un suivi pour identifier les éventuels besoins, notamment l'éventualité de créer aussi une bande bus sur la partie est de la place. Au niveau des piétons, donc vous avez la création d'une zone piétonne à l'ouest de la place, une meilleure connexion de piétonnes avec les étangs d'Ixelles et l'arrêt, notre pôle principal d'arrêt de transport public ici. Donc vraiment une nette sécurisation et simplification des traversées piétonnes pour accéder au site de transport public et pour accéder à la place depuis les étangs d'Ixelles. À plus long terme, on pourra éventuellement penser à un réaménagement complet de la place, mais donc dans un futur pour améliorer aussi le site, le pôle d'arrêt des lignes de la STIB. Au niveau des traversées piétonnes qui sont davantage sécurisées, puisque moins longues ou qui rencontrent moins de trafic motorisé, donc c'est les mêmes traversées qu'on retrouve via les interventions de mise en site propre pour les transports publics. Donc tous ces carrefours, toutes ces traversées autour de notre carrefour où il y a beaucoup moins de mouvements motorisés sont nettement améliorées et sécurisées. Même chose au sud. Et puis, vous avez les endroits où il y a une moindre sécurisation qui est tout de même permise. Vous le verrez lorsqu'Arthur va présenter un peu les zooms, via la réduction notamment des bandes de circulation, donc réduction des largeurs de traversée notamment. Point d'attention, le trafic automobile, évidemment, reste encore permis en direction de Burgat depuis Brasserie et rue Malibran. Au niveau des cyclistes, on a une amélioration de la sécurité et du confort des vélos sur les réseaux vélos structurants. Donc, il y a le RER vélo qui passe par la chaussée de Burgat, par la place Flagey,
pour rejoindre la rue Signe, la rue des Grès, en direction de la rue Grès, pardon, en direction de Jourdan. Et donc, de par nos interventions, on a la création donc, de sites propres bus-tram avec passage vélo. On a des pistes cyclables marquées qui sont permises dans le pourtour de la place Flagey. Et puis, on a la zone piétonne et cyclable dans la partie ouest. Sébastien? Oui, il y a juste quelqu'un qui a allumé son micro, donc c'est iPhone de Madame Monique. Si elle pouvait juste couper le micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence. On a coupé le micro. Voilà, merci. Donc voilà, ici, on va simplement rentrer dans le détail de quelques petits aménagements en phase 1 qui sont possibles en intervention directe sur l'emprise des voiries existantes. Donc c'est vraiment des interventions qui permettraient de tester différents scénarios de mobilité sans directement procéder à des réaménagements complets. Réaménagements complets qui, si la phase 1 est satisfaisante, sera, elle, l'objet de la phase 2. Alors, de manière générale, les aménagements temporaires, ils sont prévus vraiment de manière à essayer de faire cohabiter les modes en respectant quelques principes. Autour de la place Flagey, c'est de toujours conserver les sens vélo dans les sens auto qui sont maintenus. Les voiries qui sont fermées, c'est de les transformer en zone piétonne, donc 6 km/h, c'est-à-dire que tout le monde s'adapte à cette vitesse, vélo y compris, et de tolérer le passage des services de secours dans les voiries qui seraient fermées. Et aussi, de manière générale, c'est essayer de traiter l'homogénéité entre les différents aménagements. Donc, si un principe est appliqué le long d'une façade, c'est d'essayer que ce même principe soit appliqué le long des différentes façades pour que ça engendre la meilleure lisibilité possible pour les différents usagers. De manière générale, en matière de gabarit, on a toujours essayé de respecter pour les voies auto qui sont maintenues en sens unique un minimum de 3,30 m, et c'est en fait le reste de l'espace disponible qui peut alors servir à la transformation en piste cyclable marquée, en zone tampon, en agrandissement de trottoirs ou autre. Pour ça, différents partenaires ont été coordonnés, que ce soit au niveau de Bruxelles Mobilité, y compris les services du FITS Manager, aussi évidemment la STIB, la Commune XL, vous vous en doutez, les services du CIAMU ou du SPF Santé avec la proximité des différents hôpitaux. Donc je vous propose de passer en revue en fait 4 coupes types qui sont réalisées le long des 4 façades qu'on a baptisées un peu simplement parce que c'est pas tout à fait correspondant à l'orientation, mais on les baptise donc nord, ouest, sud du côté Belga et faculté d'architecture et est du côté des étangs. Donc on va passer en fait ces 4 coupes sur la slide suivante. Le schéma de mobilité, vous l'avez compris maintenant. Alors attention, ici les flèches qui sont représentées indiquent simplement le sens de vue de la coupe. Elles n'indiquent pas le sens de circulation. On est bien d'accord que le long de la façade nord, la circulation se fera dans les deux sens, un sens pour le bus, un autre sens pour le contresens voiture. Donc la flèche ici ne représente simplement que le sens de vue de la coupe qui sera sur la slide suivante. Vous avez la vue ici. Donc ça, c'est la situation existante. Si on coupe avec les bâtiments en façade sur notre gauche, vous voyez que la largeur de la voirie actuelle représente environ 9 mètres et est répartie aujourd'hui entre 5,30 m pour une voie de circulation qui va de Malibran vers Vleurgat. Ces 5,30 m sont en fait assez larges et c'est pour ça qu'il y a souvent en fait 2 voitures qui se mettent en parallèle ou les livraisons qui se mettent en double fil parce qu'il y a l'espace disponible physiquement. Et dans l'autre sens, c'est une bande bus et vélo qui est existante. En gardant cette même largeur de 9 mètres, on passe en fait à des gabarits qui vont simplement respecter le principe d'une bande bus vélo vers Malibran qu'on a placé à 3,50 m et dans l'autre sens, vers Vleurgat, on conserve une unique bande auto, 3,30 m et il nous reste 2,20 m de disponible, ce qui permet de matérialiser une piste cyclable marquée de minimum 2 mètres et une zone tampon de 20 cm par rapport aux bordures. Cette piste cyclable, elle peut être réduite localement au droit des zones de livraison qui existent déjà à cet endroit-là, ainsi qu'au droit des arrêts de transport en commun. Sur la façade suivante, donc c'est du côté est, vous avez en photo au niveau du Friedcott Flagey des emplacements taxis. Là, le principe est le même. Donc, vous avez la coupe existante qui s'affiche maintenant à l'écran. On a actuellement une largeur de voirie de 6,20 m avec
de nouveau, normalement un sens de circulation, mais qui se dédouble avec la largeur disponible et avec une zone de stationnement réservée de 2 mètres, toujours en conservant cette voirie identique, donc sans toucher aux bordures, sans toucher à la place. L'idée est de nouveau de ne conserver que un sens de circulation auto à 3,40 m et de garder cette fois 2,80 m pour les circulations vélo. Pourquoi 2,80 m? Parce que comme il y a du stationnement qui est présent, que ce soit le taxi, que ce soit les cambios, les zones de livraison, on a besoin d'une zone de tampon, de réserve de 80 cm, qui est un peu plus grande, et donc d'avoir 2 mètres de piste cyclable disponible. Tous les emplacements réservés sont maintenus à cet endroit en phase 1. Il n'est pas question de faire d'autres interventions. Au niveau de la coupe sud, donc niveau Belga et faculté d'architecture Lacambre ULB, là on a une largeur de voirie de 5,50 m. Vous avez compris le principe maintenant. Dans le sens vers brasserie, on conserve un sens auto et on vient y coupler la piste cyclable marquée sécurisée avec 2,20 m, donc 2 mètres de piste cyclable, 20 cm de zone tampon. Là où c'est un peu différent, c'est évidemment la façade ouest, puisque là on procède à une fermeture à la circulation auto pour la transformation en zone piétonne, mais en permettant toujours l'accessibilité aux services de secours et au vélo. Cette intervention, elle permet de regagner un peu plus de 1000 m² d'espace public directement à destination des modes actifs. Si on coupe à l'endroit où vous avez la photo ici, on voit qu'aujourd'hui, sur la coupe existante, on a une voirie d'une largeur de 5,50 m. Donc, c'est la voirie qui est en dehors du site propre pour les trams et les bus. Ces 5,50 m, ils sont vraiment, en fait, cette fois transformés et regagnés en zone de trottoir pour avoir une largeur totale de 12 mètres, dans lesquels s'intégrera une possibilité physique de passer avec éventuellement des services de secours sur 4 mètres. Il faut qu'il y ait 4 mètres de disponible sans obstacle, mais ça ne doit pas nécessairement être marqué comme une voirie, ça peut vraiment intégrer un aménagement. Dans le temps 1, donc on procéderait juste à des éléments de marquage et de contrôle d'accès, évidemment pour réserver l'accès aux services de secours. Dans un temps 2, c'est l'occasion de faire un réaménagement beaucoup plus complet et de rattacher totalement alors cette partie-là aux façades et d'avoir une extension de la place publique. Les visuels ici, ils sont vraiment à prendre, donc ce ne sont pas des projets, c'est simplement pour comprendre sur base d'une photo existante quelle est la partie d'espace qui pourrait être gagnée. Vous avez la situation existante, on montre simplement sur la photo suivante que cet espace-là qui va être gagné. Il y a évidemment des bureaux spécialisés en paysagisme, en urbanisme, en architecture qui feront de très beaux projets, mais ici c'est simplement un visuel pour comprendre que c'est cet espace-là qui est regagné comme espace public, vélo, piéton, secours, mais hors voiture. Vous avez des exemples qui ont déjà été montrés par l'échevin Monsieur Rouillet. Il y en a toute une flopée qui existe, que vous avez déjà sûrement rencontré. Vous avez des exemples à Bruxelles, comme la porte d'Anvers, qui récemment a été réaménagée au niveau de la petite ceinture. C'est exactement le même principe. Une des voiries a été rattachée à la façade, mais avec maintien possible physiquement d'une zone de 4 mètres pour les services de secours. Du côté de la Hooverplein à Leuven, c'est le même principe, aussi des places qui ont été retransformées, mais qui permettent toujours des circulations le long de la façade. Sébastien, on avait j'avais déjà fait la remarque quand j'avais vu les visuels. Ici, les images sont souvent très minérales. L'objectif, ce n'est évidemment pas de minéraliser davantage la place Flagey. Au contraire, on travaille sur une végétalisation avec la région là aussi de la place Flagey. Donc, ça pourrait fausser l'impression quand on voit parfois les images. Je suis tout à fait d'accord et je suis moi-même le premier convaincu en tant que paysagiste, donc c'est bien. Je sais, et tu as fait déjà des miracles, c'est vrai. Voilà, on montre physiquement l'espace qui est disponible, mais on avait peur aussi en se disant que si on commence à mettre des arbres partout ou qu'on dessine un projet, on nous dise c'est ça le projet. Or, rien à voir. Oui, c'est nous qui ferons le projet. Ce sera à charge de bureaux d'études spécialisés. Bien sûr. Et ça s'inscrira clairement dans la continuité du projet Verdurisé Flagey. Soyez-en rassurés. Donc ici, vous avez le focus sur le square du souvenir. Donc là aussi, même chose qu'à Flagey. En fait,
la mise en sens unique du square du souvenir dans le sens du quartier de l'hôpital d'Ixelles, et aussi la mise en sens unique avec contresens pour les transports publics de l'avenue Éperon d'Or en direction de la place Flaget, permet une nette simplification des carrefours, et notamment celui qui a été bien détaillé tout à l'heure par M. Léchevin. Donc, on voit une nette simplification des mouvements et donc une vraie sécurisation à ce niveau-là qui est permise grâce à cette mise en sens unique. Donc voilà, toujours suivant la même logique, on a l'objectif de pouvoir se réapproprier toute une partie du square du souvenir par cette fermeture d'un des sens de circulation, donc dans le sens vers de Gaulle qui est fermé à la circulation voiture, mais qui permettra toujours les accès secours et vélo, notamment les accès ambulances, puisque ça a été une demande spécifique du SPF Santé par rapport à la proximité des hôpitaux dans la maille. Là, c'est une surface qui est quand même plus conséquente par rapport à ce qui peut être regagné comme espace public, notamment dans le futur projet de réaménagement de tous les contours des étangs d'Ixelles, puisqu'on atteint plus de 2000 m². Et le principe, dans le temps 1, suit vraiment la logique de la place Flaget. Donc vous avez une coupe de situations existantes où on a les sens de circulation qui sont possibles des deux côtés de ce terre-plein planté central. Si on regarde le côté droite, on a 6,10 m actuellement une voie de circulation et du stationnement. Ces 6,10 m vont être convertis avec cette même logique de maintenir le sens de circulation auto à 3,30 m et d'avoir les pistes cyclables qui viennent coupler sur 2,20 m, plus encore 60 cm de bonification qui peut être réétendu en trottoir. L'autre sens, celui qui est fermé, on garde un aménagement qui cette fois vient rattacher la totalité du terre-plein central jusqu'en bordure d'étang, mais qui devra permettre le passage de ces ambulances et le passage aussi de vélos à travers la zone piétonne. Dans les deux sens, il y aura une suppression locale du stationnement qui se fait le long de ces deux bras du square du souvenir. Alors, de nouveau, des simulations à prendre avec les mêmes réserves qui ont été formulées par le bourgmestre et par l'échevine Madame Loest. Donc, c'est vraiment juste une simulation pour montrer l'espace qui est regagné. Tout s'inclura dans des projets de verdurisation, dans des projets qualitatifs de contour des étangs. Mais c'est le principe de refermer cet accès-là et d'avoir un dispositif de contrôle d'accès uniquement à destination donc, des véhicules de secours. Les dispositifs d'accès, ils ne sont pas encore définis à ce stade. De nouveau, il y a deux logiques qui peuvent être utilisées. Un temps 1 qui sont des dispositifs qui permettent de tester des fermetures avec les défauts qu'ils présentent, on est bien d'accord, mais les systèmes où on peut placer des bacs temporaires, faire du marquage pour tester des combinaisons, avec un temps 2 qui peut permettre des réaménagements qui ont une allure plus définitive, qu'ils soient des obstacles physiques, comme ça peut être le cas dans le centre-ville avec les bornes amovibles ou rétractables automatiques, ou des systèmes plus passifs, comme à la chaussée d'Ixelles ou chaussée de Louvain, où c'est plutôt par des fonctionnements de télédétection des plaques, etc. Mais tout ça sera à définir dans une phase de concrétisation par la commune d'Ixelles et la région. Donc, même chose au niveau du square de la Croix-Rouge. Donc, la mise en sens unique du square de la Croix-Rouge en direction de l'avenue Émile Duret et combinée avec la fermeture de l'avenue du Général de Gaulle le long du deuxième étang sur le même principe que le long du premier étang. On a de nouveau une nette simplification du carrefour qui est permise ici au droit de la rue, notamment la rue de l'Aurore, rue du Monastère. Et qui permettent donc de sécuriser les usagers mode actif et notamment aussi en lien avec la pratique de jogging, donc tous les éléments qui ont été rappelés pendant le rappel des éléments de diagnostic. Même chose dans la partie de l'autre carrefour, il y a une nette simplification aussi qui est permise par ce sens unique, avec un réaménagement qui pourrait être pensé à plus long terme aussi en lien avec l'espace disponible. Avec la vision, lorsque les deux squares, donc dans la vision à long terme, donc qui n'est pas du tout définie à l'heure actuelle en termes de temporalité, mais qu'on vise comme un objectif à atteindre, la fermeture complète du trafic aux deux squares permet évidemment de simplifier encore davantage ces différents carrefours et d'apaiser la continuité verte le long des espaces verts, donc jardin de l'abbaye de la Cambre, les étangs d'Ixelles en direction de la place Flaget.
Voilà, dans le dernier zoom ici qui est effectué, on est à nouveau dans une surface qui va encore augmenter, puisque potentiellement en phase 2, lorsqu'il y aura un projet de réaménagement complet, c'est plus de 5000 m² qui pourraient être cette fois récupérés pour faire vraiment le passage entre les étangs et le site de l'abbaye de la Cambre, donc de manière à pouvoir vraiment faire une extension verte de ces deux parties. Donc c'est le sens vers Monastère qui est fermé à la circulation auto. Le carrefour Bernier-Duret, dans un premier temps, pourrait être traité selon une logique de rond-point avec différents scénarios qui peuvent être testés. Là, la coupe, elle est réalisée au niveau du trait orange. Cette fois, on va regarder vers le carrefour Bernier-Duret. On a une largeur disponible sur ce bras-là qui est de 15 mètres 60, trottoir y compris, et qui représente 2 bandes de circulation dans les deux sens, ainsi que 2 bandes de stationnement d'environ 2,10 mètres. Là, on pourrait convertir en gardant donc le sens de circulation opposé à Monastère, en faisant 3,30 mètres, toujours selon le même principe pour les autos, de coupler la piste cyclable, vous avez maintenant compris le principe, et dans l'autre sens, on rattache ceci au trottoir et à l'espace public existant, mais cette fois avec uniquement le passage des vélos. Il n'y a plus de demande au niveau des services de secours de devoir passer par cet espace-là, et donc on a vraiment une réappropriation totale et sécurisée de cet espace-là qui peut être réalisée. À nouveau, des visuels ici où on voit effectivement le bras qui va être réapproprié, et on conserve dans la situation après uniquement la circulation sur le côté droit de l'image, et c'est tout le reste qui peut être attaché, de nouveau avec un projet de verdurisation, on s'entend bien. Donc maintenant, je vais vous présenter brièvement les impacts au niveau du transit et de l'accessibilité. Donc ici, vous avez une slide qui vous rappelle des éléments qui vous ont été montrés aussi tout à l'heure par Monsieur Léchevin, avec donc les principaux itinéraires de transit pratiqués aujourd'hui au niveau du quartier Flaget-Étang. Et on voit que tous ces itinéraires convergent vers nos 3 lieux clés qu'on a traités, donc en priorité évidemment comme base de construction de ce plan de circulation, qui permettent en fait de traiter via nos interventions ces différents itinéraires de transit. Donc vous avez en foncé les itinéraires principaux et qui ont été le plus cités lors de l'enquête où on a eu plus de 1700 répondants. Vous avez en rouge les autres itinéraires de transit principaux dans la continuité souvent des éléments pointés par les usagers. Et puis les itinéraires de transit secondaires qui permettent de rejoindre les différents lieux clés, donc en heure de pointe du matin et du soir. Via le plan de circulation donc, du contrat local de mobilité, vous avez ici une vue depuis le nord, depuis le sud, depuis l'ouest et depuis l'est du quartier, les itinéraires de transit qui sont traités grâce aux interventions proposées dans le plan. Et donc, notamment depuis le nord, eh bien, la fermeture du trafic motorisé dans cette partie devant le premier étang permet de traiter les différents itinéraires de transit pratiqués ici. Même chose depuis le sud, donc les différents itinéraires qui proviennent du boulevard Général Jacques et qui rejoignaient notamment les squares pour rejoindre l'avenue Louise sont traités dans ce sens-ci. Et puis, au niveau de l'ouest, même chose, on n'a plus la connexion directe. On n'a plus la connexion directe, donc depuis Louise en direction de l'avenue de la Couronne via la place Flaget. Et depuis l'est, vous avez les itinéraires traités, donc notamment le transit pratiqué par la rue Les Broussards et par les bypass dont on parlait tout à l'heure aussi via rue de Hénin notamment, qui sont traités. Et puis au niveau depuis l'avenue de la Couronne en direction du square de Souvir et pour ressortir avenue Louise. Donc ça, ces itinéraires de transit direct sont traités, mais bien sûr l'accessibilité reste possible depuis les bords du quartier pour accéder au sein des différents endroits de ce quartier. L'accessibilité automobile est elle maintenue telle qu'actuellement par le nouveau plan de circulation. Donc la même chose depuis le nord, le sud, l'ouest et l'est. Donc c'est des représentations un peu schématiques, mais simplement pour vous expliquer les principes, enfin les principes d'accès depuis les différents bords de notre quartier. Et donc vous avez ici les parties nord via l'avenue Louise en rejoignant les squares, donc le sens qui reste autorisé au trafic motorisé.
Depuis le nord, lorsqu'on provient de Couronne, on peut toujours accéder à la place Flagey via rue de la Brasserie, via rue Malibran, comme on l'a expliqué. Depuis le sud, toujours des itinéraires possibles depuis le boulevard Général Jacques pour accéder au sud de la place Flagey et rejoindre Brasserie, par exemple, donc via les axes empruntés. Et même chose depuis l'ouest, une accessibilité qui reste permise donc depuis l'avenue Louise via les squares, et même chose depuis l'est via l'avenue de la Couronne, rejoindre les différents points d'accès possibles pour accéder au quartier de l'hôpital d'Ixelles, par exemple. Et notre principe qui reste en place, Brasserie Malibran en direction de la chaussée de Lorguette comme itinéraire principal et non plus via la rue Les Broussards. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, toute l'accessibilité reste possible à la place Flagey, à tous les usagers, y compris au parking Flagey qui est présent sur la partie est de la place Flagey. L'activité de marché reste bien évidemment accessible. Les commerces, les écoles, les institutions culturelles au sein du quartier restent aussi accessibles. L'hôpital d'Ixelles, un pôle important évidemment, reste accessible selon les principes qui sont présentés schématiquement ici. Et il faut savoir que l'accessibilité des services de secours au sein du quartier, donc il y a des itinéraires importants pour les services de secours, elle est garantie, mais elle est aussi améliorée de par la diminution du volume de trafic qui emprunte les différents itinéraires de transit actuels et qui sont traités par le plan de circulation. Il faut savoir aussi, donc, comme on l'a dit, que le service des ambulances pourront toujours passer par les axes réservés au transport public, notamment, ou au niveau du square du souvenir, telle une demande pour les ambulances avait été émise. Je vous remercie pour votre attention et donc on peut passer aux questions. Merci Thibaut. Alors, tu peux arrêter le partage d'écran. Je suppose que c'est en cours. Comme ça, on voit tous les participants. Donc, merci Thibaut. Alors, je vais d'abord, donc j'ai relevé toutes les questions qui étaient dans le chat. Il y en a plusieurs. Je vais en reprendre quelques-unes et puis ensuite, je prendrai quelques mains levées et je poursuivrai avec les questions qui étaient dans le chat. Je vois déjà donc une main levée, mais donc je vais vous demander d'attendre un tout petit peu. Alors, d'abord, il y avait une première question de monsieur Nicolas Julimont qui disait « C'est curieux d'avoir placé un piétonnier en bord de maille, pourquoi ne pas avoir étendu la maille dans ce cas? Et ensuite, pourquoi ne pas avoir choisi d'implémenter directement la phase 2 ?» Peut-être monsieur Rouillet ou Thibaut. Thibaut, peut-être pour… je vous laisse… Pour l'intervention prévue au niveau de la place Flagey, en fait, on est parti des constats que le fait de limiter, de garder un bord de quartier, un bord de quartier apaisé, donc ces fameuses zones à apaiser, dans les deux sens de circulation ne permettait pas d'amélioration au niveau de la place Flagey. Donc ça a été le postulat pour maintenir, en fait, pour proposer des interventions au niveau de la place Flagey, qui est quand même un gros point noir pour les différents usagers et pour tous les modes de déplacement. Et donc, c'est de ce constat-là qu'on est parti au niveau de l'intervention, au niveau de la place Flagey, de maintenir un sens performant, entre guillemets, pour le trafic motorisé, mais pas dans les deux sens, sinon on n'avait pas d'amélioration possible. Merci. Si vous voulez compléter, monsieur Rouillet, pour l'implémentation de la phase 2. Oui, donc un jour on passera à la phase 2, mais aujourd'hui, il y avait une demande très très forte des principaux acteurs du quartier, Flagey, commerce, hôpital, etc., école, de garantir encore une accessibilité venant de l'avenue Louise. Ça, c'est une première chose. Je pense qu'il faut entendre ça. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des chantiers qui sont prévus, et notamment le chantier de la chaussée de Boundal. Et donc, franchement, faire tout d'un coup, je pense que c'est irréaliste. On n'a ni les moyens financiers, ni les moyens humains, et ni même l'envie de perturber l'ensemble du quartier à ce point tout de suite dans une première phase. Et donc, je pense qu'il est très raisonnable de commencer par une première phase en ayant toujours un cap. Il est clair qu'on a un cap, mais on peut aussi, à l'issue de la première phase, évaluer les choses et voir si la vision finale peut éventuellement être modifiée. On sait aussi que le monde change très vite. Il y a 2 ans, avant le Covid, il y a plein de choses qu'on n'aurait jamais imaginées.
Rappelez-vous, hein, on a improvisé la fermeture de l'avenue Général de Gaulle en 15 jours avec monsieur le bourgmestre et la police, hein, avec des bacs à fleurs. Enfin, c'est des choses qu'on n'avait jamais imaginées. Et donc, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, comment sera le monde? Il sera peut-être temps soit d'être plus rapide encore, soit de changer la phase 2. En tout cas, je pense que réaliser la phase 1 est déjà une gageure et on va s'atteler à ça d'abord. Merci. Alors, j'ai une autre question de Wolfgang qui dit « Le transit qui passe entre les étangs va passer par l'avenue Mako pour couper vers Boondal. Comment empêcher ce déplacement de transit ?» Peut-être qu'il faut réafficher un slide pour suivre. Je te laisse répondre, Thibaut, si tu visualises bien. Tu veux que je répète? Je vois que tu partages un écran. Voilà, j'ai partagé l'écran. Mieux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure en préambule, en fait, il va y avoir un monitoring vraiment pour évaluer les effets du plan et pour pouvoir éventuellement réfléchir à des solutions, des mesures correctrices, comme on dit, pour voir si des situations de transit se sont éventuellement aggravées ou si elles n'ont pas été réduites par le plan. Donc, en fait, là, on a vraiment visé à intervenir sur les lieux clés vers lesquels convergeait tout le trafic de transit actuel. Donc, c'est vraiment le passage de la place Flaget et les 2 squares. Et donc, c'est vraiment là-dessus que l'orientation du plan s'est visée à ce stade-ci. Mais donc, via le monitoring qui sera fait, il y aura évidemment une évaluation pour des éventuelles mesures correctrices suite à ce monitoring. On n'a pas pu voir ton écran, mais j'espère que pour Wolfgang, la réponse était claire. Je pense que ça a mis du temps à charger. Et donc, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. Ensuite, il y avait une autre question de Wolfgang, parce que j'ai essayé de rassembler par personne, qui disait « C'est dommage de ne pas avoir mis toute la rue Les Broussards à sens unique. Les trams sont toujours complètement bloqués et cela encourage le trafic de transit. » Il demande du coup pourquoi ne pas mettre tous les Broussards à sens unique. Il me semble que c'est pour permettre une certaine accessibilité aux quartiers qui sont... Je peux peut-être répondre à ça avant qu'on réponde Oui. de manière technique. Donc, il faut savoir qu'on a fait un plan de circulation pour le nord d'Ixelles. Il ne faut pas l'oublier, c'est la première maille qu'on a fait en région bruxelloise, c'est le nord d'Ixelles avec tout le plan de circulation autour de la chaussée d'Ixelles. Ce plan de circulation, il est très compliqué. On en a déjà discuté souvent avec les habitants, on l'a évalué. Voilà. On voulait y toucher le moins possible. Parce qu'il correspond à un certain équilibre. On sait que certaines rues sont impactées par du trafic de transit indésiré, sinon, dans l'ensemble des rues du quartier, la situation s'est améliorée. On a, dans l'ensemble du quartier de la Maille Nord, une réduction de 30% du trafic automobile, de manière générale. Et donc, les 15 000 voitures qui passaient chaussée d'Ixelles ne se sont pas retrouvées dans les rues d'à côté, sauf 2-3 rues. On a cité la rue Masse, la rue de Hénin, la rue du Champ de Mars, pour lesquelles il faut prendre des mesures. Mais on ne voulait pas remettre tout en question. Et tout en question, c'est notamment la sortie de certaines de ces rues sur la rue des Broussards. Alors, ceci dit, je pense que la situation de la rue des Broussards va vraiment s'améliorer parce qu'il y a aussi des interventions sur la rue du Bailly, que j'ai cité au début de la présentation, qui sont menées par la ville de Bruxelles et par la région, et notamment la dernière partie de la rue du Bailly, entre Livourne et Louise, devrait être réservée uniquement au transport public, piétons, cyclistes, etc., mais pas au trafic automobile. Et donc là, il y a aussi une partie du trafic de transit qui vient de ce côté-là qui va disparaître. Merci. Thibaut, est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran? Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça met un écran qui charge. Voilà. Merci. Peut-être les dossiers sont assez lourds du fait qu'ils sont composés de beaucoup d'images. Alors, ensuite, il y avait une question de, alors, excusez-moi, mais c'est 22 64 55, si la personne se reconnaît, qui dit, et c'est une question intéressante, comment je sors de la rue Stock pour aller vers l'avenue Roosevelt avec le nouveau plan de circulation? Donc, c'est évidemment, Thibaut, si tu sais répondre. De la rue Stock pour rejoindre, donc c'est toujours Roosevelt. possible. C'est toujours possible via Hippodrome, Géaubernier et Duret. Ok. Merci.
Ou alors via la chaussée de Bundal et le boulevard Général Jacques. D'accord. Est-ce que c'est clair pour monsieur 22 64 55? Voilà. En tous les cas, on va mettre dans le chat aussi l'adresse mail de la commune, du service mobilité, au cas où vous avez d'autres questions après cette séance. Julie, si je peux juste intervenir là-dessus. Julie, parce qu'il va y avoir sans doute plein de petites questions dans la rue, machin, comment est-ce qu'on va faire? J'avais vu dans le chat aussi, oui, mais rue de Hénin, rue des Champs-Élysées, votre fameux verrou, comment ça va se passer exactement? Nous, on est à la disposition de tout le monde et de tous les comités de quartier pour organiser chez vous, hein, sur le terrain, sur les carrefours, autant de réunions que vous voulez. Moi, je suis là tout le mois de juillet, on prend le temps qu'on veut ou à la rentrée si vous voulez. Donc, voilà. Le message est passé, l'invitation est lancée. Super. Alors, Nabil demande si les commerçants ont été consultés. Alors, il y a eu des moments de consultation tant des commerçants que des citoyens. Moi, j'ai, entre autres, j'ai un trou de mémoire sur le nom, le commerçant de la librairie de la place Flagey, on a été ensemble faire du porte-à-porte de la rue Malibran, et je pense que la commune, de son côté, a aussi consulté les commerçants. Quelqu'un voulait réagir? J'ai entendu M. Doulkeridis, peut-être Charlotte? Non, je disais Frédéric de la librairie Flagey. Oui, voilà, merci pour ma mémoire. Voilà. Ok. Donc oui, les commerçants ont été consultés. Maintenant, n'hésitez pas à revenir encore vers nous si vous voyez qu'il y a des problèmes vraiment importants pour le fonctionnement de vos commerces. Mais par exemple, sur la rue Malibran, il y a plusieurs commerçants, hein, et de nature différente. Et donc, il y a plusieurs artères qui sont différentes. Clairement, là, on a essayé d'en tenir compte. C'est une des celles qui n'est pas totalement impactée directement pour être attentif aussi à ce type de réalité. Donc, après, les commerçants, il y a plein de commerçants. Je sais de Bundal et des commerçants, des Broussards et autres. Dire que tout le monde peut s'y retrouver de la même façon, les réalités sont parfois différentes, mais au maximum, je pense qu'il y a eu des tentatives pour pouvoir concilier et tenir compte des points de vue qui étaient exprimés. Merci. Alors, je vais prendre encore ici deux questions qui émanent du chat et puis je vais venir vers les 3 mains levées et puis on retournera dans ce que nous avons relevé dans le chat. Alors, c'est une question de Madame Caroline Ambi. Excusez-moi si j'écorche votre nom de famille. Avez-vous un projet ambitieux pour canaliser les trottinettes, organiser le parking des trottinettes, etc. Donc, ça, je pense, ça a été répondu dans le chat par rapport aux nouvelles réglementations fédérales. Dans le chat, qu'il y a 2 réglementations qui vont arriver. Alors, c'est vrai qu'on nous a souvent interpellés à la commune pour nous dire pourquoi est-ce que vous ne prenez pas des règles. Et en même temps, c'est un peu compliqué de prendre des règles qu'au niveau communal. Il fallait une concertation au moins au niveau régional. La concertation au niveau régional, c'est aussi celle qui a l'autorité pour imposer des règles aux opérateurs directement. Et en tout cas, pour les trottinettes, l'avantage, c'est que de façon électronique, avec le GPS, les opérateurs, grâce à la législation qui va être adoptée et aux accords qui seront pris par la région, vont limiter d'office les vitesses des trottinettes sur l'ensemble du territoire, mais aussi limiter encore plus fortement chaque fois qu'elles se retrouvent dans une zone piétonne ou semi-piétonne, comme sur la chaussée d'Ixelles par exemple. Et là, la vitesse sera de 8 km/h. Par ailleurs, le fédéral adopte enfin une réforme. Alors, c'est vrai que ça prend un peu de temps parce que c'est des nouveaux modes de déplacement, mais le code de la route va être modifié pour faire en sorte qu'on puisse avoir une base légale pour interdire d'être à 2 sur la trottinette, pour emprunter la trottinette si on a moins de 16 ans et pour rouler avec une trottinette sur le trottoir. Alors, c'est vrai qu'avant, la police pouvait déjà plus ou moins réagir, mais on n'avait pas de base légale pour le faire. L'ensemble de ces mesures, je pense, va avoir quand même un effet plutôt positif sur les côtés négatifs de l'usage intempestif de certains usagers et usagères de ces trottinettes. Alors, pour les vélos électriques, par contre, autant les règles du code de la route peuvent s'appliquer,
Mais au niveau des contrôles techniques, tels qu'on peut le faire pour les trottinettes, ça, en tout cas pour les vélos électriques qui appartiennent à tout un chacun, ça, c'est moins possible de le faire. Mais à mon avis, on peut le faire pour la flotte de véhicules qui sont en partage libre. Donc. Merci pour ces précisions. Alors, il y avait une autre, la deuxième question de Madame Caroline Ambi, qui était: dans ce futur plan, est-il toujours prévu que la chaussée de Vergat serve de parking pour les maraîchers le samedi et dimanche pendant une bonne partie de la journée? Comment cela va-t-il être géré? A priori, je ne pense pas qu'il y ait une idée de modification à ce propos, sauf si j'avoue que je n'ai pas les derniers éléments en tête. C'est vrai que c'est chaque fois un peu compliqué, cette question du parking. Les Chevines est là aussi, si elle souhaite intervenir. Les Chevines a souhaité, et je pense que pour celles et ceux qui fréquentent le marché, il y a un apaisement aussi un peu de la place et un côté très agréable parce que on n'a plus les gros camions ou les grosses camionnettes qui sont sur la place pendant le marché. Alors évidemment, il faut quand même les stocker quelque part. On s'est un peu cassé la tête. L'équilibre dans lequel on est arrivé est le dernier en cours. Je n'ai pas de souvenir, Audrey ou Yves, qu'on ait travaillé sur une modification. En fait, la situation ne devrait pas changer, mais elle devrait même s'améliorer parce qu'on va bénéficier de davantage d'espace. Et donc, en fait, la situation serait peut-être même plus simple parce qu'on va avoir, ci et là, on l'a bien vu sur les schémas, des espaces qui vont se dégager suite aux mises à sens unique ou piétonisation. Et donc, voilà, on devrait avoir un peu plus de marge. Mais après, je vois qu'Audrey veut intervenir. Tout ça va se discuter de manière très précise avec les opérateurs du marché et le service commerce. Mais je laisse la parole à l'échevine du commerce. Non, mais je n'avais rien à ajouter. En effet, on doit encore avoir un dialogue à ce sujet, surtout pour la question du square du souvenir. Mais voilà, donc je pense qu'il y aura des pistes. Et en tout cas, ce que vient de dire mon collègue est plutôt de nature à me rassurer. Mais on n'oubliera pas nos maraîchers, bien sûr. Merci. Alors, je vais passer la main à Silke. Excusez-moi si j'écorche les noms. Pas du tout, c'était pas mal du tout. Moi, je vais prendre la parole pour remercier l'équipe qui a fait ce travail, qui, à mon sens, va dans la bonne direction. Je voulais aussi remercier Monsieur Rouillet pour avoir mentionné la rue Masse, mais pas pour parler d'une rue en particulier, mais il y a tout un quartier derrière. La rue Sans Souci a été mentionnée, la rue du Collège et tout ce petit quartier de l'autre côté, la rue Marie-Henriette, pardon, excusez-moi. Et on espère bien, donc tous ensemble, que la mise en sens unique de la rue Masse, mais aussi le verrou au niveau de la rue de Hénin, améliorera notre situation. Et on a une réunion avec monsieur le bourgmestre, monsieur Rouillet, la semaine prochaine concernant la rue Masse. Donc, ce sera l'occasion, comme vous le dites, de regarder plus en détail comment faire. Mais en tout cas, et je pense aussi au nom de mes voisins, un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Et merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Ensuite, je vais passer la main à Peggy, qui avait levé la main aussi. Dank u wel dat u me het woord geeft en dank u wel ook aan iedereen, meneer Rouillet, aan de equipe, de groepen die gewerkt hebben hieraan. Het is absoluut niet makkelijk, het is een hele moeilijke oefening. En ik woon heel dicht bij de Greestraat. Ik woon eigenlijk niet binnen uw perimeter. En dat is een van de redenen waarom heel wat buurtbewoners bij ons niet echt op de hoogte zijn. Omdat ze telkens dachten, ja, we horen er niet bij, we zitten er niet bij. Dus ik hoop dat dat in een toekomst verbetert. Dat er een communicatie zal zijn, ook met de mensen die wonen voorbij de twee bruggen. Dat is het eerste stukje. Want als mensen goed geïnformeerd worden, dan is het gemakkelijker om dingen te accepteren. Die toch wel ingrijpend zijn wat het gedrag van mensen betekent. Dat is de eerste. Tweede dingetje is, ik vraag mij af
of het minder gevaarlijk wordt voor fietsers. Want er is geen plaats op dit ogenblik voor 2 bussen en een fietser. Op dit ogenblik is er geen plaats. En ik vrees dat dat ook niet zo zal zijn. Bedankt om dat in overweging te nemen. Dank u wel. Merci à vous. Et en effet, une attention particulière sur la communication. C'est vrai que les personnes qui habitent les rues autour sont concernées aussi. Et donc, on prêtera attention à cela pour Plus loin, vous voulez meilleure dire. communication. Oui, en fait, le problème, Oui. c'est... Donc, en fait, il y a un petit tronçon de la rue Grès qui est mis à sens unique. C'est en fait un très vieux projet. Hein. Donc, il est remarqué ici sur le plan du contrat local de mobilité, mais en fait, c'est un projet qui était lié au contrat de quartier de ce coin-là. Et il y a eu beaucoup de discussions sur cette mise à sens unique. Cette mise à sens unique, elle permet effectivement de limiter le trafic de transit, mais elle permet aussi une meilleure circulation des bus et des cyclistes dans de meilleures conditions, parce que d'une part, il y aura moins de trafic, et d'autre part, parce que entre les ponts, où c'est super étroit, il y aura moyen de passer. Et donc, ça n'empêchera pas qu'il y aura des feux, et donc les cyclistes ne seront pas mis en danger, écrasés entre 2 bus. Il y aura vraiment moyen de passer en toute sécurité. Ce qui aura juste plus, c'est les longues files de voitures devant le feu, dans un des 2 sens, et donc voilà, beaucoup moins de perte de temps pour tout le monde. Et c'était quasiment impossible pour les cyclistes de dépasser ni par la droite ni par la gauche. Enfin, c'était un peu compliqué, et les bus étaient à l'arrêt, et donc peu de gens prenaient le bus parce que c'était pas très attractif. Et alors pour les rues adjacentes, dans le coin perdu, hein, ce coin-là, là, du côté, entre Couronne, Germoire et la rue Grès, là justement on a réfléchi à justement qu'il n'y ait pas d'impact de cette mise à sens unique de la rue Grès sur les rues d'à côté. Et on a fait ça avec le service mobilité aussi de la commune d'Etterbeek, qui était aussi très attentif parce qu'il y a plein de rues qui sont à cheval entre les 2 communes. Et pour certaines rues, je sais qu'il y a des demandes d'habitants de mise à sens unique. Et donc ça, on a promis d'aller voir avec vous sur le terrain sens unique, est-ce pertinent ou pas? Et si sens unique, dans quel sens? C'est toujours la même casse-tête, dans quel sens? Les gens du côté de l'avenue Durée et de l'abbaye savent qu'on a beaucoup discuté dans quel sens mettre la flèche de sens unique. On veut gagner de l'espace, mais dans quel sens mettre le sens unique? Et donc, c'est pour ça que rien de tel que d'aller sur le terrain pour voir ça. Merci. Merci. Bedankt, Peggy. Je passe la parole à Yannick de Corpus Studio. J'avais relevé aussi votre question dans le chat. Je suppose que vous allez l'aborder. Oui, bonjour. Merci, merci de me donner la parole. Oui, voilà, donc Corpus Studio, c'est un centre de gym qui est déjà présent depuis 20 ans à Ixelles, qui est focalisé sur le Pilate. Et nous avons notre établissement qui se situe rue Borens. Alors, effectivement, Monsieur Leschevin l'avait mentionné juste avant, que le carrefour Paco-Borens-Rodin, c'est un endroit très problématique. Parce que d'ailleurs j'y ai eu un accident moi-même en voiture aussi déjà, mais il y a énormément d'accidents sur ces 2 carrefours. Alors vous aviez mentionné que vous avez un projet en cours pour ce carrefour. Si vous avez le temps, si c'est possible d'en toucher 2 mots maintenant, ce serait sympathique, parce que ce que je voulais mentionner aussi par rapport à ça, c'est que la chaussée de Bondal, qui est déjà en travaux, d'autant plus que toute la rue Borens, la partie qui est contre le bâtiment Proximus, tout le parking est complètement utilisé comme dépôt de chantier avec tous les ustensiles. Alors, si on commence un 3e chantier, nous avons un peu peur d'être encerclés par des travaux et par des chantiers et de ne plus être accessible comme commerce dans un futur plutôt proche. Et puis après, dans un futur plus lointain, par rapport à l'accessibilité de l'hôpital qui restera toujours, alors à ce moment-là, si j'ai bien compris, la rue Borens et la rue Rodin qui resteront quand même toujours un axe assez fréquentable pour les véhicules, si j'ai bien compris. Donc voilà, mais ça c'est pour un futur plus lointain. Dans un futur proche, ce qui m'intéresse surtout, c'est le chantier par rapport au carrefour, s'il vous plaît. Alors, je peux répondre vite sur le carrefour. Donc, c'est un carrefour qui est effectivement très dangereux. Il est repris comme tel dans les carrefours les plus dangereux de la région bruxelloise. L'année passée, il y a eu 10 accidents, dont certains avec blessés. Et des dégâts toujours importants, certains spectaculaires avec des voitures décapitées, etc. Donc, on a été sur place avec tous les services,
y compris l'hôpital, parce que les ambulances doivent passer par là, la STIB, parce qu'il y a des bus qui passent par là, la police, bien entendu, et les différents services mobilité de la région et de la commune. Ce qu'on va tester, c'est... En fait, le problème, c'est qu'il y a Borens-Rodin, qui est un axe hyper important, mais il y a aussi Paco, qui est un axe super important. Et comme on a deux flux super importants, inévitablement, statistiquement, voilà, il y a des voitures qui se crachent parce que la règle, c'est la priorité de droite, mais parfois, c'est flou. Et puis après, parfois, il y a aussi un peu des dingues qui font du rodéo urbain. Alors, la meilleure formule, on a tourné ça dans tous les sens, on a même imaginé un rond-point et tout ça. La meilleure formule qu'on va tester, c'est la mise en voie prioritaire de Paco. C'est-à-dire que ce sera très clair, quand on vient de Borens ou qu'on vient de Rodin, il faut céder la priorité, il y aura des petits dessins sur le sol, etc., des stops. C'est très clair que c'est Paco qui aura la priorité. Et pour éviter que les gens ne foncent sur Paco, évidemment, il y aura des dispositifs de sécurité de type radar et ou coussin berlinois à vérifier avec les ambulances si c'est compatible ou pas. Il y a une discussion pour l'instant pour ralentir aussi la circulation sur Paco. Sinon, ça ne sert à rien. On va avoir du fou du volant sur Paco et des gens prudents sur Borens, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est ça qu'on va tester. Donc, il n'y aura pas de gros travaux. C'est essentiellement de la signalétique, genre panneau de stop ou céder le passage, et radar et coussin berlinois. Coussin berlinois, c'est une nuit, on fixe les coussins et puis voilà. Et on va voir comment ça fonctionne en espérant qu'on ait une amélioration. Après, on avait imaginé d'autres systèmes plus hard, on va dire, avec, je vous disais, des ronds-points, des trucs comme ça. Mais on voudrait éviter ça et on voudrait d'abord vérifier que la première solution fonctionne bien. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Alors, je vais reprendre des questions qu'on avait relevées dans le chat. Et donc là, il est prévu de terminer à 20 h. Moi, j'ai relevé toutes les questions. Je vais essayer de relever les questions plutôt d'ordre général. Et comme disait M. Rouillet, pour tout ce qui est question, comment je fais pour sortir de mon quartier, ça, on pourra vous y répondre par écrit ou de visu, si vous le souhaitez. Alors, il y avait une question sur le timing des phases. Quel sera le timing des différentes phases du projet? Ça, je peux... Alors, je peux peut-être répondre. Donc, en parallèle, donc, si le plan est adopté, il va être accompagné d'une part d'une convention, c'est-à-dire une convention signée entre la région bruxelloise et les communes concernées. Cette convention, elle va décrire par le menu ce qu'on va faire et qui va faire quoi. Dans quel ordre? C'est assez compliqué parce qu'il y a plein de services qui vont être mobilisés, de la police au service de mobilité, au service des travaux, etc. Plus la STIB, enfin, vous imaginez toutes les voiries régionales, les voiries communales, donc il faut mettre tout le monde ensemble, et donc pour mettre tout le monde ensemble de manière coordonnée, on réalise ce qu'on appelle un plan d'action. Un plan d'action, c'est vraiment toutes les actions qui doivent être menées pour résoudre tous les problèmes, carrefour par carrefour, voirie par voirie. Et parfois, ce sont des actions de type administratif, faire passer des règlements au conseil communal, ou parfois, ce sont des actions de type action sur le terrain, mettre un panneau de signalisation, faire un marquage au sol, mettre des bacs à fleurs, et puis plus tard, peut-être même faire des aménagements. J'ai parlé d'aménagements qui seraient plus ambitieux le long des étangs, le long de l'avenue Émile Duret, pour vraiment améliorer la question, notamment de la sécurité routière. Ce plan d'action, il est en cours d'élaboration pour l'instant. On sait qu'on va pouvoir faire un gros paquet de mesures au printemps 2023, mais ce que nous, on escompte, c'est que des mesures plus légères puissent être mises en œuvre déjà aux environs de la Toussaint. Pourquoi est-ce que je cite toujours des périodes de vacances de printemps 2023 ou vacances de Toussaint? C'est parce que quand on change un plan de circulation, il ne faut pas se mentir, les premiers jours et même les premières semaines, c'est un petit peu le chaos parce que les gens doivent trouver leur chemin, les GPS indiquent des mauvais trucs, voilà. Et donc, rien de tel que de tester ça et de lancer ça pendant les congés, pour que les gens commencent déjà à trouver vaille que vaille leurs habitudes, plutôt que par exemple le premier jour de la rentrée scolaire. Voilà. Idéalement, on aurait aimé faire déjà ça cet été, mais voyez le timing, hein, on est le 27 juin, le temps que tout ça soit approuvé, en ce compris les conventions et les plans d'action, c'est évidemment impossible. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on en a encore comme question. Qu'en est-il du bus 59? Il n'aurait été pas mentionné
je réponds à Antoinette qu'après, je prends sa question, c'est promis. Donc, il n'a pas été mentionné le bus 59. Que deviendra-t-il? Je suppose qu'il est maintenu. Thibaut, tu peux répondre. On a eu des contacts réguliers avec la STIB. Tout à fait, on a eu des réunions techniques avec la STIB et aussi des liens avec le TEC, parce qu'il y a un bus TEC qui passe. Et effectivement, le bus 59 suit son itinéraire tel qu'actuellement, donc il n'y a pas de modification pour lui. Merci. Et alors, il y a eu plusieurs questions. Excusez-moi, comme on est pris un peu par le temps, je vais les regrouper, donc tant de la part d'Antoinette que de d'autres personnes, par rapport à la sécurité aux abords des étangs. Enfin, le sentiment de sécurité par rapport aux activités nocturnes le long des étangs et par rapport aussi la sécurité par rapport à la vitesse automobile. Est-ce que ce serait possible de mettre plus de radars, plus de contrôle, etc. Et alors, qu'envisagez-vous par rapport aux activités nocturnes le long des étangs et à la propreté le long des étangs? Je ne sais pas si quelqu'un de la commune peut répondre. Donc, pour la question de sécurité de type routière, je vais répondre, mais M. le bourgmestre est là et les chefs de travaux publics est peut-être là aussi pour répondre aux questions. Pour la question de la sécurité routière, on a des discussions régulières, communes, régions et zones de police, pour la question des radars. Donc, il y a un plan stratégique d'installation de radars. Alors, il y a deux types de radars. Il y a des radars préventifs, c'est le petit smiley, et puis les radars répressifs qui flashent. Donc, on a des discussions sur les deux types de radars. Et puis, en plus, il y a les lidars. Les lidars, c'est des espèces de radars très visibles, mais bon, assez efficaces parce que les gens les voient de loin et ralentissent, qu'on peut mettre à des endroits clés. On en a mis avenue Durée, on en a mis devant l'école des étangs. J'ai demandé qu'on en mette rue Gré, je ne sais pas si ça a été fait. Voilà, à des endroits où on sait qu'il y a des problèmes de sécurité routière. Mais donc ça, il y a une vraie stratégie radar et je sais qu'il y a un radar prévu, je sais le Lurgat par exemple, dans la descente où il y a des vitesses qui sont pratiquées, qui sont inacceptables. Alors sur la question des activités nocturnes, je cède la parole au bourgmestre, mais juste une réflexion pour dire qu'on est souvent interpellé, et c'est un peu paradoxal, des gens qui disent oui, on veut plus de place pour les piétons, les cyclistes et tout ça, plus d'espace public. Mais d'un autre côté, quand on le fait, les gens disent oui, mais alors c'est occupé par plein de gens et ça fait plein de bruit. Ou même peut-être pire, il y a parfois du trafic, il y a parfois je ne sais pas quoi. Et donc là, on est un peu dans un paradoxe, il faut trouver le juste équilibre. Mais je laisse le bourgmestre. Alors sur la première question sur les radars, en fait, les radars préventifs, ça, on a la possibilité de le faire de façon assez autonome et effectivement, on en a quelques-uns et ils circulent, on les fait bouger d'un endroit à l'autre. Ils ont un côté un peu dissuasif. Pour les radars répressifs, il faudrait aussi, en fait, le parquet a pour tradition de refuser ou de classer, enfin, je ne devrais pas dire ça, mais je vais le dire autrement. Le parquet préfère, voilà, je vais le dire mieux, préfère qu'on installe des radars répressifs si on fait aussi des travaux d'aménagement des voiries qui diminuent la vitesse. Et donc, ils n'aiment pas beaucoup qu'on place des radars répressifs sans changer en fait la disposition des voiries. Ils préfèrent qu'il y ait aussi que ça soit accompagné d'aménagement. Et donc ici, clairement, si on rentre dans un processus de modification avec toute une réflexion telle qu'elle a été présentée ici, on aura beaucoup plus de pertinence à obtenir aussi des radars répressifs. Sur la deuxième question, excusez-moi, mais j'ai été distrait pendant un petit moment. Ça concerne le sentiment de sécurité aux abords des étangs et le tapage, enfin les activités nocturnes, la drogue, etc. Voilà, donc là-dessus, ça fait partie des discussions quasi, pas quotidiennes, mais enfin, sinon hebdomadaires, mais très, très, très rapprochées. Et on a encore eu des réunions ce midi avec la police. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? J'ai pris un arrêté d'interdiction de toute amplification de bruit à partir de 22h jusqu'à 6h du matin et il est toujours en cours et il ne changera pas. J'ai aussi interdit l'accès sans autorisation de l'abbaye de la Cambre après 23h, de 23h jusqu'à 7h du matin. Et par ailleurs, en fonction un peu des... Alors, il se fait que ces jours-ci, on devait faire des actions très importantes du côté des étangs, à la fois des véhicules qui se stationnent à des endroits qui ne sont pas autorisés
Et l'idée, c'était en fait, d'embarquer les véhicules et de faire des actions coup de poing pour pouvoir montrer que ce n'est pas toléré et accepté. Et puis, avoir du personnel et préventif et répressif pour demander aux gens, à partir d'une certaine heure, de quitter les lieux parce qu'effectivement, il y a un tapage, je dirais pas individuel, mais collectif, qui fait en sorte que la qualité de vie à partir d'une certaine heure est vraiment problématique. Il y a des nouvelles habitudes qui se sont installées depuis le Covid. Les gens ont envie d'être dehors et pas spécialement dans les terrasses ou à l'intérieur des horeca. C'est une des difficultés qu'on constate ici et dans d'autres communes. Mais il faut suffisamment de personnes aussi. L'autre jour, la commissaire divisionnaire me disait il y a tellement de personnes qu'avec le faible nombre de personnes du côté police qui étaient présents, c'était un peu compliqué de pouvoir avoir une action suffisante. Et donc, on a reprogrammé ça et on est conscient que jeudi, vendredi, samedi, quand il fait beau, ça devient vraiment problématique à partir d'une certaine heure et ça va être un peu un des défis de la période qui vient pendant les beaux jours qui vont revenir aussi, que d'essayer de faire respecter toutes les règles qui existent déjà, en fait. Très bien, merci. Je pense que c'était assez complet. Et par ailleurs, je donne encore un petit point. On a repris les travaux du Conseil de la nuit, où là, on essaie d'avoir des accords avec les responsables des établissements Horeca. Mais ce n'est pas spécialement eux ou dans ces endroits-là qu'il y a des difficultés. C'est en fait des gens qui viennent et qui achètent des canettes ou qui achètent leur alcool même dans des magasins, dans des night shops, ailleurs, ou qui viennent même avec leur voiture et parfois leur caisse et qui font qui causent ces désagréments. Et donc, on essaie de s'attaquer à ces nouveaux phénomènes. Merci. Et alors, je vais prendre une dernière question, parce qu'il y avait plusieurs questions sur la chaussée de Vergat. Donc, Thibaut, c'est peut-être plus une question pour toi, qui est à la fois de bien préciser le sens du sens unique de la chaussée de Vergat. Est-ce que le début de Vergat sera à sens unique en direction de Louise? Est-ce que c'est bien ça l'option? Et ensuite, quel aménagement sera prévu chaussée de Vergat, place Flaget? Est-ce qu'il y aura un parking sur la droite, un demi-tour sur la place Flaget? Puis, il y avait plusieurs questions de compréhension sur le sens unique de la chaussée de Vergat. Peut-être tu peux bien réexpliquer ça. Donc la chaussée de Vergat, la partie entre la place Flaget et la rue Lannoy devient un sens unique dans ce sens que je viens de mentionner. Donc depuis la place Flaget vers la rue Lannoy. Et en fait, c'est pour rejoindre l'avenue Louise via la chaussée de Vergat quand on vient de la chaussée d'Ixelles ou de la rue Malibran. Donc l'unique trafic qui se dirigera dans la chaussée de Vergat, dans la rue Les Boussards et chaussée d'Ixelles sera renvoyé vers la chaussée de Vergat. La deuxième partie, donc la partie entre rue Lannoy et l'avenue Louise, reste à double sens. Et la partie qui est libérée du trafic sert à aménager une bande bus, donc une bande réservée pour les bus que les vélos peuvent emprunter dans la descente en direction de Flaget. Très bien. Pardon. Pour l'aménagement concret au niveau de l'espace, donc c'est maintenu tel qu'en situation actuelle. Donc avec toujours dans le sens montant depuis la place Flaget vers la chaussée de Vergat, une bande cyclable marquée qui existe. Donc on a un espace disponible qui est assez réduit au niveau de la chaussée de Vergat par rapport aux aménagements qu'on peut y faire. Et donc on a vraiment privilégié ce sens de descente pour le bus avec les vélos dans ce sens-là et le maintien de la bande cyclable marquée dans le sens vers Louise. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Et donc je rappelle que la réunion a été enregistrée, que le chat est enregistré aussi, donc on pourra bien prendre note de toutes les questions. Et on vous enverra un mail dès que les documents seront accessibles. Il y avait encore une toute petite question sur le timing de la chaussée de Boundal, pour savoir où ça en était dans sa réalisation. Je me suis dit que ça, peut-être une réponse directe et courte. Yannick est peut-être là. Yannick, Yannick est là, oui. Les chemins des travaux publics. Oui. Peut-être, je ne le vois pas. Je ne le vois plus, mais peut-être qu'on peut envoyer, je sais pas.
Alors, on a bien les adresses mail de tous les gens qui ont posé les questions. Mais alors là, on ne pourra pas envoyer. Mais je sais que, en fait, il y a déjà toute une série de travaux d'impétrants qui sont déjà en cours. L'impétrant, c'est tout ce qui est dans le sous-sol, parce qu'il faut refaire aussi des égouts et toute une série de tuyauteries, de gaz, électricité, etc. Et après, l'aménagement proprement dit aura lieu. Je pense que c'est prévu fin de cette année, début de l'année prochaine. OK. Et il y avait encore une question sur l'aménagement des pistes cyclables sécurisées. Est-ce que quand on dit piste cyclable sécurisée, c'est en site propre? Comment est-ce que la piste cyclable va être protégée? Je pense que des dessins, ça doit encore être peut-être spécifié par après. Mais Arter pourrait peut-être répondre à ça parce que on en a discuté, savoir s'il fallait faire une piste cyclable séparée, c'est le fameux débat pour l'instant, piste cyclable séparée ou bien piste cyclable marquée, avec un enjeu qui est que quand on fait le tour de la place Flagey, on doit croiser pas mal de rues et que finalement la piste cyclable séparée n'était peut-être pas la meilleure solution, qu'on pourrait la faire, hein, mais peut-être qu'Arter peut donner un complément d'info. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est qu'en fait, dans les arbres de choix, généralement par rapport aux typologies d'aménagement, on a tendance à privilégier des pistes cyclables qui sont en site propre, vraiment séparées de tous les autres réseaux, quand il y a suffisamment de linéaires possible et quand on n'est pas dans une répétition de succession de croisements ou de carrefours, etc. Ici, finalement, la place Flagey, même si c'est une grande place bruxelloise, il y a énormément d'insertions gauche-droite à faire par les vélos et donc c'est plus efficace d'avoir une piste cyclable qui est en voirie mais de type piste cyclable marquée, donc vraiment avec la bande rouge, les deux traits discontinus blancs tout à fait sécurisés sur les côtés, d'autant qu'ici on a l'espace qui est disponible pour avoir une largeur qui est très confortable au niveau de la piste cyclable et donc c'est préférentiel par rapport à la gestion de tous les flux, y compris piétons, de ne pas la mettre en trottoir mais plutôt en voirie. Très bien. Alors, j'ai vraiment relevé les questions d'ordre général. Je propose qu'on termine ici. Je ne sais pas si monsieur Doulkerdis... Oui, d'abord, vous remercier vraiment, vous d'abord Julie, pour l'animation, parce que c'est une qualité d'écoute et d'échange et de débat, et franchement, merci. Finalement, ça, c'est peut-être un petit avantage du Covid, même si le côté humain est aussi plus chaleureux. Par contre, pour les prises de parole et pour les échanges, tout le monde n'est pas à l'aise pour s'exprimer à l'oral. Le fait d'avoir aussi le chat pour s'exprimer par écrit fait un peu un équilibre. Je pense qu'il y a encore des personnes qui ont des questions. N'hésitez pas à nous les envoyer. On peut aussi, je lisais, il y avait certains commerçants qui étaient encore un peu insécurisés ou qui peut-être avaient besoin davantage d'explications, ou des citoyens. N'hésitez pas encore à nous solliciter pour ça. On prendra le temps de pouvoir entendre et voir. Je le disais, c'est un processus. Ici, il y a quand même quelques balises qui donnent une direction. Elles sont, je pense, assez claires. Est-ce qu'elles répondent à toutes les remarques qui ont été faites? Certainement pas, c'est impossible. Je pense qu'elles vont dans une direction qui est compréhensible et argumentée. On sait qu'on va devoir, à chaque fois qu'on change quelque chose, il y a des petits, je le disais en introduction, des petits effets indirects qu'on n'a pas peut-être imaginés et qu'il faut encore corriger. C'est un processus continuel et il faudra l'énergie, mais on aura l'énergie pour pouvoir ajuster ça. En tout cas, merci beaucoup pour les interventions constructives et parfois critiques. Enfin, parfois plus par écrit, c'était parfois un tout petit peu plus critique. On les écoute aussi. On n'écoute pas que ce qui est positif et ce qui est encourageant. Et je sais qu'il y a des gens qui trouvent que ça va pas assez vite, qui voudraient qu'on soit beaucoup plus radical, et d'autres qui pensent que ça va un peu trop vite et qu'on est en train de tout changer en même temps. C'est cet équilibre-là qu'on essaie de maintenir. Et je crois que Yves Rouillet le disait dans son introduction, on va faire une première étape. Celle-là va déjà générer pas mal de mouvements et puis on continuera à avancer. Mais la voie, elle est claire. On y va. Bonne soirée à chacune et à chacun.